Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'Ethereum. Pour plusieurs raisons, c'est parce que Ethereum a eu énormément de FUD. Beaucoup de personnes pensent qu'Ethereum est mort et enterré et que globalement, ça ne sert plus à rien de le regarder. Sauf qu'on a quand même pas mal de nouvelles. Des nouvelles qui sont très importantes, que ce soit dans les fonds qui sont injectés dans Ethereum, dans l'utilisation qu'on en voit dans la finance traditionnelle, ou encore au niveau de l'action du prix, le price action, on va voir qu'il y a des zones très importantes qui sont en train de se faire. Et en plus, on va voir dans les jours qui arrivent la mise à jour Pectra qui change beaucoup de choses sur Ethereum. Et je pense que le plus important, ça va être de commencer par cette mise à jour. On va commencer par Pectra pour bien comprendre l'impact que ça va avoir. On devrait l'avoir début mai. Alors comme d'habitude, il y a toujours des petits jours qui sont en avance ou en retard. On va pas dire une date, mais en l'occurrence, c'est prévu vraiment première dizaine de mai, donc on devrait l'avoir très rapidement. Mais pourquoi cette mise à jour est importante? Il y a trois vecteurs. Le premier, c'est qu'on a vraiment une simplification de l'utilisation d'Ethereum, que ce soit à travers les portefeuilles simplifiés, que ce soit à travers le logging sur des emails, et que ce soit les transactions simplifiées. Globalement, maintenant, il n'y a plus besoin de se poser trop de questions, tout est relativement plus simple, et donc la barrière d'entrée par rapport à Ethereum est ultra simplifiée. Deuxième chose qui est très importante pour moi, ça va être ici la simplification au niveau des nœuds. Alors peut-être ça vous paraît pas super limpide, mais il faut comprendre que actuellement pour avoir un nœud de validation, il faut avoir 32 Ethers. Cette limitation, c'est un hard cap, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir en dessous ou au-dessus, d'accord? Il faut 32 par nœud et vous devez avoir des multiples nœuds pour gérer. Et là, ça va sauter pour faire 2048 Ethers comme maximum. Ça, c'est très important parce que ça veut dire qu'on va avoir moins de nœuds, donc on va avoir réellement une visibilité du nombre de nœuds qui sont décentralisés purement et détenus par certains acteurs. Et deuxièmement, ça veut dire aussi qu'on va alléger la difficulté au niveau du réseau, difficulté bien évidemment de maintenance et de gestion et de synchronisation, donc ça va faciliter la gestion sur le long terme et l'accessibilité du réseau. Dernier point pour moi, ça va être ici ajustement dynamique de la capacité des blobs. Alors pour vous, ça vous paraît aussi peut-être un peu étrange. Déjà, il faut comprendre que les blobs sont arrivés sur une dernière mise à jour. La mise à jour servait principalement pour les layers 2. Ça a permis de faire descendre drastiquement les coûts de transaction. Et oui, ça fait peut-être longtemps que vous n'êtes pas allé sur Ethereum, mais vraiment Ethereum maintenant coûte pas grand chose. Alors j'abuse un peu, mais on est quand même sur des coûts qui sont très très faibles, et c'est grâce principalement au blob. C'est-à-dire que c'est un espace de stockage qui est dédié au layer 2, donc toutes les blockchains qui sont construites sur Ethereum, et le gros avantage de l'augmentation des capacités des blobs, ça veut dire qu'on aura encore une diminution des frais. Et à côté, Ethereum gagne de l'argent, gagne des revenus principalement, grâce à ce qui est dépensé dans les blobs, un peu plus que si c'était dépensé par des simples transactions. Du coup, on a un double effet qui se coule, on va avoir une diminution du nombre de transactions, en tout cas du coût des transactions sur Ethereum, une augmentation de son accessibilité, tout en gardant une augmentation des revenus au niveau d'Ethereum. Pour moi, le plus important, c'est qu'on avance dans le bon sens, et ça, peu de personnes le voient, mais on avance dans ce sens-là, dans le sens où Ethereum se rend de plus en plus accessible, de plus en plus utilisable, avec de plus en plus de volume. Alors oui, plus en plus de volume, parce que il y a eu des grosses annonces qui sont passées un petit peu inaperçues, avec ici BlackRock, qui demande ici la tokenisation de 150 milliards de dollars sur du Market Money Fund, très important, et ça va finir sur du RWA, le Real World Asset, donc qui est le narratif autour de la tokenisation d'assets, donc ce qui est le cas au niveau de BlackRock, et ça va être fait sur quoi? Ça va être fait directement sur Ethereum à travers une plateforme connexe, mais ça n'empêche que c'est fait sur Ethereum, et ce n'est pas fait ailleurs. On sait qu'on a un RWA, donc c'est-à-dire ce narratif-là, la tokenisation qui prend de plus en plus d'ampleur, surtout quand on regarde l'accélération qu'on a eue sur 2025, on voit bien que depuis que Donald Trump est passé ici au pouvoir dans la Maison Blanche, on a un go qui a été donné et une accélération de la tokenisation sur la blockchain. Ça se fait pas nulle part, ça se fait directement sur Ethereum, en tout cas majoritairement, avec des volumes qui sont très conséquents. Pour plusieurs raisons, c'est qu'on va prendre ici la vieille Merco, celle qui fonctionne bien, celle qui n'a pas de problème, on va pas prendre justement les nouvelles blockchains pour déployer autant de liquidités. On veut quelque chose qui soit battle-testé, qui fonctionne avec un langage qui a été trituré dans tous les sens. Et déjà de base, ça se voit. Ici, Ethereum est le premier, et même dans les augmentations, on est à plus de 30% ici sur les 30 derniers jours. Donc ça vous montre vraiment à quel point Ethereum domine le marché avec 57%, et ça c'est sans compter
les 150 milliards qui vont arriver. Donc, Ethereum a une place importante. On oublie, parce qu'on se concentre uniquement sur le prix, et c'est pour ça qu'il fallait impérativement que je vous présente tout ça, que vous compreniez bien pourquoi Ethereum reste toujours un actif vraiment intéressant, et pourquoi il ne faut pas l'enterrer trop vite. Et ça me fait vraiment penser à ce qui s'est passé au niveau de Solana, suite à la chute de FTX. Tout le monde était démoralisé, tout le monde disait que c'était Solana, ça ne valait plus rien, et que de toute façon, en tous les cas, c'était dead, alors qu'on était, oui, à 9$. Bon, maintenant, quand on regarde le top qu'a eu Solana en 2024, forcément, on rigole un petit peu par rapport à tout ce qui dit, donc il faut prendre un peu de recul par rapport à ça. Et oui, je sais, ce qui est compliqué aussi, c'est cette courbe-là, et c'est peut-être aussi ce qui fait ressentir autant de désespoir, c'est que on a un Ethereum versus BTC qui est faible, mais est-ce que c'est Ethereum qui est faible ? Bah, pas forcément, surtout Bitcoin qui est fort. Et ça, c'est une réalité dans ce marché, c'est une réalité dans ce qu'on est en train de vivre actuellement, et c'est pour ça qu'il faut le prendre en considération. On a Ethereum qui n'est pas plus faible que Bitcoin. On a Bitcoin qui est plus fort que Ethereum, et qui est plus fort d'ailleurs que toutes les autres cryptos. En général, on a une surperformance générale de BTC sur l'ensemble du marché, et c'est une réalité. Par contre, on arrive dans des zones qui sont importantes et intéressantes, qui sont les zones ici de retest, avant ici l'accélération d'Ethereum, et on voit qu'au niveau du RSI, on est arrivé dans les zones clés de retournement qu'on avait frôlé, franchi, avant de repartir. Donc on est dans un setup qui est plutôt positif. Par contre, ça ne veut pas dire qu'Ethereum va décoller demain, mais on a les signaux, en tout cas des signaux faibles, qui nous disent que petit à petit, on a un Ethereum qui est en train de se construire. Et pour moi, le FUD fait partie de ces signaux faibles, fait partie de ces signaux qui me disent qu'à un moment donné, on aura une dominance qui va baisser de BTC, et que on va avoir des investisseurs qui fonctionnent avec les ETF, et qui vont investir dans les ETF Ethereum, peut-être les top 5, top 10 des cryptos, mais ils ne vont pas aller dans toutes les petites cryptos, ils vont aller dans les premières, surtout si on a ici de l'injection de liquidité à travers BlackRock, qui est une utilisation concrète au niveau du RWA et des différentes transactions que l'on pourra avoir. Donc, on aurait un Ether qui performerait. Alors, par contre, au niveau des différentes targets, on va en discuter ensemble tout de suite, mais au niveau de l'analyse du prix, il faut déjà comprendre la partie fondamentale, comprendre la peur qui se trouve autour de l'ensemble de cet écosystème, et on a une réaction du prix qui est plutôt positive, mais qui n'est pas suffisante pour l'instant au niveau des termes. Et c'est pour ça que je vous en parle maintenant, parce qu'il va falloir surveiller plusieurs choses. La première chose, ça va être ici, regagner les 2000$ et consolider au-dessus des 2000$. C'est très important. À partir du moment où on aura consolidé ici, on aura certainement un retournement de tendance qui sera relativement fort. Et c'est quelque chose qui se confirmera aussi certainement au niveau du RSI, sur le cross qui se fera sur le RSI à partir du moment où on sera en weekly sur une clôture au-dessus de 2000$. On aura certainement un momentum qui va se renverser, et quand on a un momentum comme ça qui se renverse au niveau du RSI avec une clôture technique plutôt propre, au-dessus d'une buy zone, au-dessus d'une grande résistance qui devient support, à ce moment-là, on a quelque chose qui est plutôt positif. Et on ira chercher certainement le top dans les 4000$, donc le top de ce cycle-là, et ensuite on ira chercher certainement en extension de Fibonacci les targets 1-1, donc les 5600, ensuite on ira chercher plus haut, 1,618, 7300, et les 2,618 au-dessus de 10 000. Bien évidemment, pour ça, il va falloir avoir plusieurs éléments, ce n'est pas suffisant, tout ce que je vous ai dit. Il va falloir avoir de la liquidité, il va falloir de l'injection de liquidité qui se transfère au niveau des ETF, il va falloir un ruissellement de liquidité qui arrive de BTC vers Ethereum, et une validation bien de l'utilisation d'Ethereum par BlackRock et d'autres grosses entités, parce que je peux vous assurer que s'il y a de la tokenisation, ça se fera avant tout sur Ethereum, et pas forcément nulle part. Ethereum reste quand même la crypto au centre de la finance décentralisée, reste une des cryptos sur lesquelles reposent beaucoup d'autres cryptos qui sont déjà très valorisées. Donc, si Ethereum éclate, ça sous-entend aussi qu'on aura une grosse altcoin season, et c'est un petit peu ce qu'on attend, notamment sur fin 2025, en tout cas sur ce deuxième semestre 2025, et il va falloir surveiller de très près Ethereum, parce que pour moi, c'est lui qui va donner le go à l'accélération totale, et ce go viendra sur une rupture du RSI, suivie d'une cassure des 2000, consolidation au-dessus, et ensuite on risque d'avoir certainement un renversement de tendance pour repartir et casser les 4000$. Bien évidemment, il faut avoir une bonne gestion du risque, il faut bien comprendre quels sont les risk-rewards que l'on va avoir, et pour ça, si vous ne savez pas comment faire, en commentant en description, vous avez la possibilité de rejoindre le groupe privé gratuit de risque que j'ai créé, où vous allez y retrouver de la formation, et notamment une masterclass que j'ai effectuée sur la gestion du risque. C'est gratuit, c'est en commentaire en description, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.